plus grand mal dans l'Afrique du Sud. Alors, il dira, toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Alors, à partir de ce moment, Nelson Mandela se retrouve, disons, dans les sales draps. Il sera condamné à la détention criminelle à perpétuité, assorti de travaux forcés. Alors, il sera envoyé en 1964, après le procès de Livonia, à la prison de Robben Island. Et la prison de Robben Island est réputée être l'une des prisons les plus difficiles d'Afrique du Sud à l'époque. Et il bénéficiera aussi d'un statut de prisonnier de la catégorie D. Donc c'est la catégorie la plus maltraitée dans la prison. Et ce qui veut dire qu'ils ont droit à une seule visite tous les 6 mois, le droit à une seule lettre tous les 6 mois, le droit à la moindre ration et à la plus mauvaise ration possible. Alors là, Nelson Mandela fera preuve aussi d'une très grande pugnacité, d'une très grande ténacité, refusant de répondre à ses geôliers par son numéro de prisonnier. Et le numéro de prisonnier qu'il avait, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est ce numéro-là qui était dans la prison. Alors, Mandela ne sera pas un prisonnier comme les autres. Mandela restera toujours un homme debout. Il créera dans cette université ce que tous ses collègues, notamment Walter Sisulu et Oliver Tambo, appelleront l'université Mandela. Étant très bien instruit, il enseignera aux autres, à tous ses co-détenus, les principes de la politique, de la philosophie, de la poésie. Il lira Shakespeare, il encouragera tous les... Il était un peu l'icône, il tout tourné autour de lui. Et là, il avait cette capacité d'encourager, de fortifier ses amis et ses compagnons en leur disant notamment, en leur racontant des contes africains ou en leur disant des poèmes. Et le poème qu'il aimait le plus faire lire à ses compagnons, c'était le poème d'un poète anglais qui avait été imputé de la chambre, mais qui avait décidé de continuer à vivre. Il s'appelait William Ernest Henley. Et là, le poème est un poème très fort. C'est un poème qui chante la vie, qui chante le refus du désespoir, l'attachement à rester debout malgré tout. Et ce poème se termine par 4 vers que je vais vous lire, qui sont aussi très expressifs par rapport à la ténacité de Mandela. Là, il dit, aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Malgré toutes les oppressions, malgré tous les châtiments, malgré toutes les humiliations que les gens ont subies en prison, ils sont restés debout. Ils sont restés les maîtres de leur destin. Et je crois que la suite de l'histoire de Mandela, de la vie de Mandela, a montré qu'il était resté le maître de son propre destin et le destin de son pays, au-delà des 27 années qu'il est resté en prison. Alors dans cette prison de Robben Island, il restera de 1964 à 1982. Ensuite, il sera envoyé dans une autre prison qui s'appelle Portsmouth. Et là, dans cette prison, il vivra des conditions plus ou moins acceptables par rapport à celles de Robben Island, mais il restera quand même un détenu. Et mesurant un peu sa popularité au sein des prisonniers et l'impact de sa présence, l'impact que faisait sa présence sur les autres prisonniers, les autorités ont décidé de le mettre dans une situation d'isolement afin qu'il ne puisse pas influer sur le comportement de ses autres collègues, et il restera privé de visite pendant 15 ans.
il vivra une détention solitaire pendant 15 ans. Et toutes ces années le rendront encore plus ferme et plus déterminé à aller jusqu'au bout pour arriver à l'objectif qui était l'objectif ultime pour lui, c'est la libération de son peuple, c'est la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. À partir de 1988, le régime sud-africain commençant à chanceler après les nombreux massacres commis notamment à Sharpeville, à Soweto, à Crossroads, à Timbisa et dans les différents townships sud-africains. Là, le gouvernement de Peter Botha décide d'entamer des négociations directes avec Mandela, d'abord en l'approchant pour lui demander d'accepter de renoncer à la lutte armée pour être élargi. Il répondra de manière très ferme, de manière catégorique: je n'accepterai jamais de tergiverser sur les principes pour lesquels j'ai toujours combattu. Comme je l'ai dit à Livonia, je suis toujours disposé à mourir pour mes principes. Alors, en 1988, Peter Botha tombe malade à la suite d'une attaque cardiaque. William Peter de Klerk, il s'appelait comment? Frédéric de Klerk, qui était vice-président à l'époque, reprend les rênes du pays et accepte d'entrer dans des négociations directes avec Nelson Mandela. Et il passe le voir, il demande à ce que Mandela vienne le voir. Mandela dit que lui ne se déplace pas, il s'était déplacé une fois pour voir Peter Botha. Et à l'époque, ça avait donné un bras de fer inutile. Et que maintenant, c'est au régime, au gouvernement sud-africain de faire le pas s'il est réellement sincère dans ces démarches de négociation. Alors, ce qui sera fait, de Klerk acceptera de rendre visite à Nelson Mandela dans un hôpital à Pretoria où il s'est fait opérer d'un cancer de prostate. Et là, ils entament des premières discussions. Nelson Mandela le rassure sur le point que l'ANC n'est pas un mouvement raciste, que l'ANC n'a jamais eu comme option politique